je vous emmène en Angleterre. On va s'attarder sur un grand moment de l'histoire qui est d'ailleurs connecté à la nôtre, puisque les Anglais, les Français, apparemment, historiquement parlant, on adore se taper dessus. S'échanger des rois, des reines, tout ça. Vous savez, c'est un gros délire. Et il y a un gars qui s'appelle Shakespeare. Pareil qu'il a fait des pièces de théâtre. On comprend que c'est du 3e degré quand même, parce que des fois les gens viennent vraiment me dire Oui, ça va. tu t'es pas au courant. T'inquiète. Je fais, mais si, c'était une blague. Des fois je justifie mes blagues, je vous jure, c'est terrible. Et Shakespeare, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Richard III. Si vous ne connaissez pas cette pièce de théâtre, vous aurez peut-être un peu de mal à comprendre à quel point cette autrice qui s'appelle Aya Kano est un génie, tout simplement, parce qu'elle a transformé cette pièce de théâtre, elle l'a modernisée, elle a réussi à rester finalement dans la même temporalité, puisqu'on n'est absolument pas du tout en 2022 avec des téléphones portables et des gratte-ciel. Non, on est vraiment dans la même époque, dans la même ligne temporelle, mais le traitement des personnages, le relationnel dans les personnages est totalement 2.0 2022 si vous voulez, même si ça a commencé il y a déjà quelques années, puisque nous arrivons à la conclusion enfin de cette incroyable œuvre qui m'a tiré non pas 2-3 larmes, mais littéralement des torrents, parce que c'est un manga qui m'a vraiment pris aux tripes, et je n'ai pas peur des mots, pour vous redire, comme j'avais dit lors de ma première review, quand j'ai découvert le titre, c'est littéralement le nana à la sauce Game of Thrones, parce que, en fait, c'est ça, Shakespeare, vous croyez quoi? Les gens, ils crèvent tous, c'est clair, c'est Game of Thrones. Et en même temps, je vous jure qu'il y a des personnages dedans, on retrouve certaines ambiances qu'on pouvait ressentir dans Nana. Vous savez, quand après vous êtes dans la dépression, après un certain chapitre. Pareil, voilà, je vous jure que c'est pareil. De quoi est-ce que ça parle? Le Requiem du Roi des Roses. Alors évidemment, tous les gens qui connaissent la pièce de théâtre savent tout de suite quel sera le thème de cette histoire. On va suivre ici, conclu en 17 tomes, tout à fait. On va suivre ici, on va dire quelque part, l'ascension, la vie, le parcours de Richard III, qui du coup est on va dire un prince, mais c'est très compliqué, il y a des moments où ils sont princes, après ils sont plus princes, après machin est mort, mais machin a pris la couronne, il faut suivre, littéralement c'est les Kardashians mais d'une autre époque, c'est très compliqué, mais c'est passionnant, et surtout, je vous le disais, le traitement des personnages est incroyable. Richard III est un protagoniste qui a existé réellement dans notre histoire, qui avait une particularité. Il est décrit dans les textes historiques comme étant une personne qui avait apparemment, on va dire, un physique très peu avantageux. Et il a fait une sextape. Non, pas de sextape, Richard III. Je vous dis, il n'y a pas les téléphones portables et tout, donc la technologie n'est pas développée. Mais, écoute, tu n'es pas loin. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais donc, ce qui se passe en fait avec Richard III, c'est qu'il a apparemment donc un physique très désavantageux. Il était même considéré comme difforme, paraît-il, selon certains écrits. Et donc, cet aspect de ce protagoniste, Aya Kano, elle a décidé de le récupérer, mais d'en faire quelque chose de totalement différent. C'était un petit peu le plot twist extraordinaire de ce premier volume que j'avais trouvé vraiment ingénieux. C'est qu'en fait, on va suivre Richard, que vous voyez ici d'ailleurs, puisque c'est tiré du premier tome, tout petit. Richard qui est tout petit, avec sa petite capuche, perdu dans la forêt, puisqu'évidemment, sa mère l'a abandonné dans la forêt puisqu'elle considère qu'elle a mis au monde l'enfant du démon pour des raisons qu'elle n'explique pas, en tout cas, puisqu'elle les explique dans le 17e tome. Mon Dieu, il faut arriver loin pour avoir des infos. Mais du coup, elle déteste son enfant. C'est le 3e. Elle a eu 2 premiers enfants qui donc ressemble trait pour trait à elle et à son conjoint. Et Richard, lui, est totalement différent. Déjà, il est brun, il n'est pas blond comme les autres. Il est apparemment la chose la plus ignoble qui puisse être arrivée sur Terre. Beaucoup de mystères autour de cette appellation. Et en fait, quand on rentre un petit peu effectivement dans l'aspect historique, avec tout l'aspect religieux qui rentre dans évidemment la royauté, on comprend très vite qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec Richard. C'est qu'il n'est pas tout à fait
mais n'est pas non plus tout à fait elle. Et c'est très très particulier. Ça va être un secret évidemment bien gardé. Et il va y se passer énormément de trucs autour de ce secret, de ce détail, de cet aspect, puisque du coup il va y avoir une lutte intérieure pour notre héros Richard, qui évidemment, hein, toute sa vie, son but c'est d'obtenir la couronne, parce que Richard était extrêmement fan de son père, qui est devenu roi. C'était un Richard aussi, hein, pour le coup, hein, et donc il porte même le nom de son père. Et c'est des noms qui se transmettent, hein, réellement en plus. Et donc quand son père va perdre la couronne, parce que vraiment je vous jure ça arrive hyper vite dans l'histoire, son but... Ouais, je jure bien, ouais. Ah ouais. Ah bah écoute, hein, les têtes elles tombent facilement, je comprends pas, c'est pas très solide. Il y a un truc. Et donc voilà, tout le but de Richard pendant des dizaines et des dizaines de tomes, bon il y en a 17, hein, mais je l'exagère un peu, ça va être d'accéder au trône en voyant le fait de porter la couronne et d'être roi comme une espèce de libération, un but à atteindre, mais pourquoi réellement, il ne le sait même pas, il sait juste que c'est sa mission. On va également, quand je vous parlais d'aspect très moderne par rapport à la narration, c'est qu'on va également avoir une espèce de schizophrénie sur certains protagonistes. En fait, ils ont tous des particularités, ils ont tous des traumas. Et en fait, c'est des choses sur lesquelles on pourrait tous potentiellement un peu reconnecter aussi. On a Richard, par exemple, qui va être à moitié possédé par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est là. Ouais. Je vous dis que... Okay. On est très bien. C'est un peu flippant d'ailleurs au début parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une vraie entité, est-ce qu'en fait elle est dans la tête de Richard, elle est là, elle le manipule, ça dépend des moments, des fois oui, des fois non. Et en fait, le tout début de l'histoire est déjà assez dingue parce qu'au-delà du fait de voir effectivement alors Richard pas aimé du tout par sa mère, tu es bonjour, comment tu survis, ta mère elle t'abandonne dans la forêt, ça va? Comment tu... C'est pas arrivé au petit poussé ça? Ouais, mais Richard n'a pas semé ni des morceaux de pain ni rien. Ah ouais, il a pas revu la leçon lui. Sa mère l'a laissé dans la forêt, elle a fait pouh, je suis plus là. Voilà, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Bah dans l'histoire, c'est pas très marrant pour le coup parce que du coup tu dis oh mon dieu, pauvre personnage, c'est terrible. Bah ouais, vraiment. Mais il va se passer plein de choses. Tous les gens qui connaissent la pièce de théâtre, vous êtes en train de vous marrer parce que vous vous dites ils sont pas prêts les gens et effectivement, il va se passer des millions de choses. Vous voyez sur la couverture Henri. C'est Henri IV, hein, d'ailleurs, je crois que celui-là. J'ai toujours un doute sur le numéro des Henri, mais vous avez Henri qui... Alors c'est un truc un peu fou, parce que Richard va rencontrer Henri, genre dans la forêt, parce que Richard va souvent dans la forêt, peut-être qu'il y a des traumas comme ça qui restent pour toujours, et va rencontrer Henri dans la forêt, mais il va pas savoir que c'est Henri. C'est-à-dire qu'il va se lier d'amitié avec Henri, qui est son ennemi juré, hein, puisque évidemment, de son côté à lui, c'est les roses rouges, de l'autre côté, c'est les roses blanches, ou l'inverse d'ailleurs, mais il y a des roses partout, tout le temps. Et en fait, donc c'est deux clans ennemis, et ils vont se lier d'amitié, et peut-être même un peu plus. Et le truc qui est un peu fou, c'est qu'ils ne vont jamais connaître... pendant longtemps, l'identité de l'autre, et donc c'est des quiproquos, c'est des malentendus, c'est des situations qui n'ont pas de sens, et après il y a l'arrivée de plein d'autres personnages qui vont vraiment littéralement vous déchirer le cœur, des personnages qui... Moi j'ai envie de pleurer, de repenser à plein de scènes, c'est un truc incroyable, j'ai jamais été aussi sensible je crois à une histoire. Alors peut-être que tout simplement en vrai je suis fan de Shakespeare et je ne le savais pas, peut-être je me découvre une passion pour ses écrits, mais je sais très bien que c'est Aya Kano avec son récit, son trait aussi très très délicat et raffiné qui m'ont emporté. Alors je vous montre maintenant que je vous ai un peu expliqué le plot, quelques images qui viennent des derniers volumes qui ne spoilent pas vraiment parce que vous n'avez pas de contexte, mais moi je vais pleurer en les regardant. Là voilà, nous avons quelques passages du top 16. C'est trop terrible, excusez-moi. Parce que du coup, Richard peut-être s'était-il épris ou éprise, hein, de toute façon il parle beaucoup de lui au masculin, puisque voilà, il veut la couronne, il veut être roi, d'un de ses fidèles vassaux, on va dire. Peut-être un de ses vassaux avait partagé son secret, et peut-être avait-il découvert une part de son corps qu'il avait fini par accepter. Peut-être il s'est passé des choses. La passion est incroyable. Quand je vous dis qu'il y a des vibes de nana avec des déchirements, c'est-à-dire que je vois les personnages qui chialent et là j'ai envie de pleurer, c'est terrible. Parce que vraiment, je vous jure, ce tome 16, je ne me suis pas relevée facilement. C'est-à-dire que je ne voulais même plus voir mon mari, je lui dis je ne me parle pas.
Je ne peux pas. Je ne peux pas communiquer avec les êtres humains là. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc vraiment, on est sur une apothéose extraordinaire sur la conclusion de l'œuvre. Quand je vous en ai parlé, je crois qu'on était au 10e tome ou un truc dans le genre. C'est phénoménal de voir à quel point ça ne faiblit pas dans la tension. Alors oui, je sais, voilà, c'est déjà quelque chose qui a été écrit. C'est pas son scénario à 200%, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable pour changer tout, pour pouvoir coller justement au scénario d'origine, parce qu'il y a plein de choses qui sont développées dans les personnalités des personnages qui ne collent pas avec ce qui se passe réellement sur l'époque, mais elle va réussir avec sa manière de nous raconter l'histoire à faire recoller les morceaux, et je trouve ça dingue. Donc évidemment, moi, une de mes questions en arrivant aussi loin, c'était: on va voir la vraie fin ou est-ce qu'il y aura une autre fin? Et du coup, ça, je ne répondrai pas à cette question, évidemment, mais sachez que c'est fabuleux. On est vraiment dans de l'introspection avec beaucoup de questionnements. On se pose des questions sur finalement l'ambition, à quoi ça sert, pour être avec qui, est-ce que s'il n'y a plus personne parce que plein de gens meurent, est-ce que ça vaut toujours le coup? C'est vraiment des dessins vraiment qui vous transpercent. Je trouve qu'en plus, c'est très triste parce que l'animé qui a eu du coup l'année dernière ne rendait pas hommage à la qualité du dessin, à la qualité de la narration, parce que vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement fantastique dans sa manière de nous faire défiler un petit peu l'histoire. Quand on est là emporté, vous voyez, dans la tête du protagoniste, elle n'est pas du tout en vrai en train de se faire entourer par des ronces, hein, à aucun moment. C'est dans son esprit. Il y a un moment, elle sombre en fait dans les ténèbres, et elle d'ailleurs, je me perds dans la manière de genrer ce personnage, parce que ça vacille, on va dire, ça vacille énormément, et que si on pouvait bien nous enseigner le YEL en français, ce serait hyper pratique, on ne se prendrait plus la tête. Mais je n'ai pas les bons réflexes encore actuellement, mais c'est vrai que je devrais tout simplement utiliser ce terme-là. Mais le truc, c'est que Richard, ce genre au masculin, voilà, puisqu'il veut être roi. Et donc vraiment, je trouve que c'est une œuvre incroyable dont on ne parle pas du tout quasiment, alors qu'elle est juste folle dans son graphisme, elle est folle dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle propose, dans les émotions qu'elle transmet, et en plus ça vous fait un petit cours d'histoire pas si mal, sauf que bon, peut-être qu'effectivement en vrai le vrai Richard était peut-être pas il et elle à la fois, voilà, peut-être que là on est sur quelque chose d'un petit peu plus fantaisiste, un petit peu plus romancé, mais bravo évidemment à Aya Kano, l'autrice, parce qu'elle a réussi un défi phénoménal, puisque en plus au Japon il y a des cafés à thème, enfin vraiment ça marche très bien, et il y a un charisme sur ces personnages, cette relation aussi toujours confrontée à la mort en permanence. Game of Thrones c'était un peu la même, on était tout le temps en train de voir des gens, on sait pas si dans cet épisode là il va mourir ou pas, on n'est pas sûr parce que tout le monde meurt, et là c'est pareil, on jongle, on danse avec la mort littéralement comme l'illustration nous le montre, et on sait quand on arrive à la fin de l'histoire que potentiellement ça va être extrêmement dramatique, il faut préparer ton kokoro, et je trouve que le final est extrêmement réussi. Je pense que c'était pas facile de pouvoir conclure une histoire pareille, mais c'est très réussi, peut-être un peu rapide. À un moment donné, je me suis dit, je suis très habituée à lire des webtoons, et dans les webtoons, quand tu arrives à la conclusion d'une histoire, après, t'as les épisodes bonus. Là, ça manque de petits épisodes bonus pour se dire, bon, les survivants, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils font derrière. Mais non, on a pas ça. On a une conclusion et elle s'arrête là, comme ça. Mais vraiment, c'est un titre fabuleux. C'est un titre vraiment fabuleux qui ne vous laissera vraiment pas indemne. Et je le recommande à tous les gens qui voudraient s'intéresser à des titres plutôt orientés, on va dire, shoujo, josei, avec un bon drame, un aspect un peu trash d'ailleurs des fois qui ne lésine pas sur les moyens graphiques, avec une manière également de s'y prendre qui est très différente évidemment de ce qu'on peut retrouver dans le shonen, mais qui est tellement sincère, je trouve, dans son ressenti. C'est vraiment une œuvre qui m'a frappée, et je suis détruite d'être arrivée à la fin, parce que j'en voudrais encore en fait. Je prendrais bien encore 3-4 tomes de ça, mais il fallait arriver à la conclusion de cette histoire, et j'espère que vraiment des gens vont faire un effort, parce qu'il n'est pas disponible en numérique. En plus, on peut même pas le lire sur un Isneo ou autre. Il faut vraiment aller acheter les tomes, et je sais que des fois il y a un petit peu des ruptures et tout.
c'est pas évident, mais vraiment donnez sa chance au Requiem du Roi des Roses. Ne vous basez pas forcément sur l'animé pour vous faire une idée du titre, parce qu'ils ont dû rusher, c'est un truc de fou, ils ont dû rusher tous les épisodes, faire 17 tomes en, je sais plus là, 16 chapitres, enfin 16 épisodes, je sais plus, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de rusher 17 volumes d'histoire en un truc aussi rapide. Donc évidemment, il n'allait pas faire honneur au titre, mais vraiment, il est fou. Et si vous avez aimé Nana, je peux que vous le recommander, vraiment absolument. Et j'ai hâte de découvrir quel sera le prochain titre de Aya Kano, puisque du coup c'était vraiment le titre sur lequel elle travaillait jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et je reprendrai 1000 fois des doses évidemment de tout ce qu'elle produira. Voilà, et je vais retourner pleurer. Parce que vraiment, c'est... Il y a le spin-off. Oui, merci effectivement pour ce petit rappel. Après, c'est pas un spin-off qui va me conforter, puisqu'en fait, c'est un spin-off sur un personnage qu'on voit surtout sur le début de l'histoire. C'est pas un de mes personnages préférés, mais c'est vrai que la pauvre, elle a peut-être pas eu le destin le plus sympathique de sa vie, j'avoue. Et on va voir un peu l'envers du décor pour elle. Mais c'est un personnage que tu détestes quand tu lis... Enfin, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas. Et j'espère que Kirun le publiera. Tout à fait, Poussin Pointu, je valide totalement cette pensée. Petite prière, on touche du bois. J'ai une petite table Ikea, ça marche aussi. Donc voilà. Une œuvre incontournable, je pense, pour tous les gens. Même c'est estampillé seinen, mais à la base c'était dans un magazine shoujo ou josei, je sais plus, au Japon. Mais c'est vrai que le mettre en seinen, peut-être c'est une ouverture à un plus large public qui serait réticent à une autre appellation en termes de catégorie. Mais vraiment, ne vous fermez pas à ce titre. Est-ce que j'ai assez insisté? C'est bon? Ouais. Shoujo me dit Poussin Pointu, merci d'avoir vérifié l'information. Maintenant qu'on sort de cet univers-là, on va repartir dans un autre truc hyper traumatisant. Non, c'est faux. Si, c'est vrai.